chère famille de l'UDC, ma préopinante vous a parlé des adultes, elle a omis de vous parler des enfants. Je vais donc traiter de cet aspect, parce que le mariage pour tous, contrairement au titre mensonger qu'on a mis sur l'étiquette de la bouteille, ça ne parle que de la question des enfants. Rarement, on aura vu une loi proposer un retournement de toutes les valeurs aussi radical qu'avec celle-ci. Toutes les sociétés donnent des obligations aux adultes dans le but de protéger un développement optimal des enfants. Avec le mariage pour tous, c'est exactement l'inverse. On va donner des obligations aux enfants, celle de grandir sans père, pour protéger le rêve d'épanouissement particulier de certains adultes. Il ne s'agit pas d'égalité, il s'agit d'un privilège barbare au détriment des enfants. Des enfants sans père, ça existe déjà, bien sûr, c'est un accident de la vie, comme on dit. Ce dont il s'agit ici, c'est d'en faire une institution, d'inscrire l'enfant sans père dans le Code civil, d'une façon tout aussi sacrée que peut l'être le mariage, avec le mode d'emploi dans la loi sur la procréation assistée, en ceci que une mère pourra se faire donner du sperme et désigner, du sperme anonymisé bien sûr, et désigner une autre femme pour prendre la place du père, qui du coup n'en aura pas, sachant que tous les enfants, le 100% d'entre eux, ont été créés par un père et par une mère, quelle que soit la façon directe ou indirecte dont ils ont été conçus. Tous les arguments qui vous ont été présentés ne sont pas faux, il faut le reconnaître, mais tous sont absurdes. Il n'est pas faux de dire qu'un homme et une femme et une femme, ou un homme et un homme, c'est chaque fois deux êtres humains, égaux en droit et en dignité, mais il est évidemment absurde d'en tirer pour conclusion que de chaque fois qu'il y a deux personnes, il y a une situation identique, et que le fait d'être deux, Brassens disait quand on est plus de 4, on est une bande de cons, ici on vous dit que le fait d'être deux vous donne le droit d'inscrire une filiation commune sur un enfant commun, qui évidemment ne peut pas exister, parce que c'est pas comme ça qu'on fait les bébés, qui aurait l'idée de donner à une SARL le droit d'adopter au motif que les deux associés s'aiment beaucoup. Ça vous donne une perspective de l'absurdité de l'argument. De même, il n'est pas faux de dire que les enfants ont surtout besoin d'amour et de soins. Mais il est absurde d'en tirer pour conclusion que les enfants n'ont pas besoin d'une identité et que les enfants grandissent sans problème lorsqu'on leur cache leur filiation, paternelle dans ce cas, maternelle demain, parce que j'ai déjà vu le texte écrit par un des membres de la commission des affaires juridiques dont je suis, qui proposera l'allocation de ventre aux homosexuels mâles, puisque ça leur manque, tout comme on propose le don de sperme aux homosexuels féminins, puisque ça leur manque, et je ne vois pas au nom de quoi, si vous acceptez le mariage pour tous aujourd'hui, vous refuserez demain la conséquence. Étant rappelé que l'enfant né de ce don de sperme anonymisé aura un droit unique, celui d'attendre sa majorité, donc l'attente de la fin de son développement comme orphelin de père à qui on aura menti sur son identité. Les enfants se fichent pas mal de la sexualité. Les questions qu'ils vous posent, c'est « Papa, maman, comment on fait les enfants ?» C'est ça qui intéresse les enfants. Et quand on leur dit « Tes parents se sont tellement aimés que tu es venu au monde », quelque part, ça les satisfait. Mais lorsqu'une mère et une mère, ou un père et un père, essaieront de tenir ce langage, l'enfant dira « Est-ce que vous foutez de ma gueule par hasard ?» À ceci s'ajoute que lorsque l'enfant, moyennant frais, parce que ce n'est pas gratuit la consultation du registre des dons de sperme, il faut payer. Il faut avoir 18 ans et il faut payer. Et l'indication qui leur sera donnée, c'est l'identité et la date de naissance, ça s'arrêtera là, avec le droit absolu du donneur de refuser tout contact si tel est son bon plaisir. Voilà le type de société que nous préparons aux enfants de demain. Il n'est pas faux non plus de dire que quand on s'aime, on a envie de faire des enfants. Moi-même, j'aime beaucoup mon poisson rouge et je crois que c'est réciproque, mais la procréation artificielle nous est interdite au prétexte que nous ne sommes pas stériles. Et c'est vrai, toute la descendance nombreuse de mon poisson rouge se trouve dans le bassin
de ma maison de campagne en ce moment, il n'est pas stérile, et j'ai moi-même un certain nombre d'enfants, je ne suis pas stérile, et donc la procréation médicalement assistée au terme du droit suisse actuel nous est fermée. Est-ce que ça changerait si j'épousais mon poisson rouge? Il n'est pas faux de dire enfin que personne ne doit être discriminé en raison de son orientation sexuelle. Évidemment, c'est une banalité, mais il est absurde d'en tirer pour conclusion que le législateur doit renoncer au principe de précaution, auquel même les enfants devraient en principe avoir droit, puisque le glyphosate en a été gratifié, pour céder aux exigences les plus extrêmes d'une minorité simplement activiste et particulièrement agissante. Chacun peut constater en comparant les textes, et ma préopinante l'a reconnu elle-même, le mariage pour tous n'apporte absolument rien sur le plan de l'égalité de traitement qui ne soit déjà contenu dans la loi sur le partenariat enregistré. Et comme ça a été dit, si vous prenez un microscope électronique, vous allez trouver une petite différence. La naturalisation pour les couples mariés est facilitée, la naturalisation pour les couples partenariés est ordinaire, mais aux conditions matérielles de la facilité. Donc c'est pratiquement la même chose. Et si le législateur d'aujourd'hui devait considérer que cette petite différence introduite en 2004 dans la loi sur le partenariat enregistré était devenue choquante alors qu'elle ne l'était pas à l'époque, il suffirait de changer un mot dans la loi sur la naturalisation. Il n'y a pas besoin d'instituer le mariage pour tous pour cela. Et pour ce mot changé, il n'y aurait pas eu le référendum sur lequel vous êtes appelés à vous déterminer. C'est donc pas pour la conquête de nouveaux droits, malgré ce qu'on vous bassine, que le monde politique s'agite depuis près de 8 ans. On vous a montré le graphique, il est juste. C'est pour le droit de redéfinir un mot, le mot mariage. Et même pas parce que les politiciens aiment le mot mariage. L'initiative au départ des Verts libéraux proposait de biffer le mot mariage de la Constitution pour le remplacer par un mot moins binaire, qui est le mot union. C'était ça la proposition. Et les lobbies à la manœuvre derrière les parlementaires, parce que le Parti libéral n'aurait pas inventé ça tout seul, ont compris assez rapidement qu'il serait plus difficile d'obtenir une majorité politique pour un texte qui veut supprimer le mariage, en tout cas le mot mariage, que pour un texte qui veut étendre le mariage à tout le monde. Mais l'objectif stratégique est exactement le même. Il s'agit de conserver le mot en changeant la définition du mot. Et ça, c'est un double saut périlleux arrière auquel ces milieux de lobby sont habitués. Juste une petite référence historique, parce qu'on a procédé par tranche de salami, mais ça vient d'assez loin. La première organisation politique homosexuelle, c'est l'occupation de la Sorbonne en 1968, avec toutes sortes de comités maoïstes et autres, et un d'entre eux qui était le Comité d'action pédérastique révolutionnaire, CARP. J'invente rien. Et en 1969, vous avez les émeutiers de Stonehill, au sud de Manhattan, qui s'en prenaient à la police et qui lancent également un front de nature politique pour la cause homosexuelle. Et le credo de ces gens, je vous invite à aller regarder les textes de l'époque, c'était celui d'André Gide, « Famille, je vous hais, foyer clos, porte refermée, possession jalouse du bonheur ». Et très vite, ils ont compris, aux États-Unis d'abord, en France ensuite, qu'on n'allait pas réunir de majorité politique contre la famille et qu'il était beaucoup plus intelligent de devenir les promoteurs de la famille, les défenseurs de la famille pour tous, en changeant le sens et le contenu et la définition du mot famille, plutôt que d'affronter ce mot. Mais l'objectif stratégique anti-famille n'a évidemment pas changé. Cette technique du salami, 2004, vous avez la loi sur le partenariat enregistré qui rentre en vigueur en 2007 avec un référendum, accompagné d'une promesse, jamais, au grand jamais, on ne touchera aux questions d'enfants et de filiation, et c'est pour cela qu'il y a dans la loi sur le partenariat enregistré cette interdiction de l'adoption. Et c'est avec cette promesse que le peuple suisse a accepté en se disant, bon, s'il s'agit de rapports interpersonnels entre des adultes majeurs et vaccinés, qui sommes-nous pour les en empêcher? La promesse a évidemment été rapidement trahie, elle n'était que tactique. En 2018, on a introduit
le droit d'adopter pour les partenariés limité à l'enfant du partenaire. C'est une pirouette rhétorique magnifique. Les enfants qui existent ont tous un papa et une maman. 3 parents, vous ne pouvez pas avoir. Ça, c'est assez clair. Et donc, pour adopter l'enfant de son partenaire, il faut que, si je suis un homme et que j'ai, après mon mariage, j'ai eu des enfants, puis je me suis divorcé, puis j'ai épousé un autre homme. Et vous pensez que la maman de mes enfants va abandonner ses gosses pour que le nouveau copain de son papa puisse prendre sa place? Ça n'existe pas dans le monde réel, cette chose-là. C'était une pure figure rhétorique, parce que le consentement du parent qui est parent, et tous les enfants ont 2 parents, alors il peut y avoir évidemment un décès. Mais alors la quantité statistique des enfants qui sont orphelins de père ou de mère existe, mineurs, ça existe. Mais des gens qui ont été hétérosexuels, qui ont eu des enfants dont le conjoint est mort, il y en a, qui se sont découverts une homosexualité plus tard, il y en a, mais déjà un peu moins, ont conclu un partenariat enregistré, c'est-à-dire ont déclaré devant le monde et leurs propres enfants qu'ils sont homosexuels activement, il y en a sûrement, mais encore moins nombreux, et ceux qui auraient eu la durée de partenariat nécessaire à l'adoption, c'est plusieurs années, il n'y en a pratiquement plus. Donc il s'agissait de revenir sur le principe de l'interdiction de toucher à la filiation en vue de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la possibilité d'adopter un texte pour des enfants sans père et demain pour des enfants sans mère. Le lobby LGBTIQA+, il y a une nouvelle lettre à peu près chaque trimestre. Aujourd'hui, ça en fait 7 lettres prises au hasard qui réunies ne forment rien. Ce lobby est aux homosexuels un peu ce que l'islamisme est aux musulmans. C'est un front politique extrémiste, agressif, extrêmement bien financé, qui vise à imposer une charia à l'ensemble de la société. Nous sommes une société ouverte. Nous n'aimons pas dire non, nous n'aimons pas discriminer. À l'UDC, on ose dire non. Je crois que c'est le seul parti qui, de temps en temps, dit non. C'est déjà ça. Mais on ne va pas se laisser empêcher d'utiliser notre sens commun et accepter de faire qualifier comme discrimination ce qui n'est pas de la discrimination, ce qui est exclusivement le droit de s'intéresser à la survie de la famille et à la survie de la nation. Pour le bien de l'enfant, il faut dire non au mariage pour tous.